Les tablettes sumériennes figurent parmi les documents écrits les plus anciens que l'humanité ait jamais produits. Découvertes en Mésopotamie, dans ce qui constitue aujourd'hui l'Irak moderne, ces inscriptions cunéiformes remontent à plus de 5000 ans. Les chercheurs les ont longtemps interprétées comme des récits mythologiques, des registres administratifs et des textes religieux décrivant les dieux sumériens, connus sous le nom d'Anunnaki. L'explication conventionnelle présente ces êtres comme des divinités symboliques, des constructions narratives élaborées par une civilisation ancienne pour expliquer les phénomènes cénobiens naturels et légitimer le pouvoir royal. Cependant, certains textes contiennent des passages qui résistent à cette interprétation standard. Des descriptions précises de déplacements cosmiques, de conflits interstellaires et d'entités non identifiées semblent dépasser le cadre d'une simple mythologie. La question qui émerge de ces documents n'est pas celle de leur authenticité, mais celle de leur signification réelle. Les tablettes sumériennes figurent parmi les documents écrits les plus anciens que l'humanité ait jamais produits. Découvertes dans la plaine mésopotamienne, dans ce qui constitue aujourd'hui l'Irak moderne, ces inscriptions cunéiformes remontent à plus de 5000 ans. Pendant des décennies, les assyriologues les ont interprétées comme des registres administratifs, des textes liturgiques et des mythes cosmogoniques destinés à expliquer les forces naturelles à une population pré-industrielle. Cette interprétation a structuré l'ensemble de la recherche académique sur la Mésopotamie ancienne. Elle a également imposé un cadre d'analyse qui présuppose que les auteurs de ces tablettes ne disposaient d'aucune connaissance directe des phénomènes qu'ils décrivaient. Cette présupposition mérite d'être examinée de plus près. Lorsqu'un texte sumérien décrit avec précision les mouvements orbitaux de corps célestes, lorsqu'il attribue à des entités spécifiques des trajectoires dans l'espace interplanétaire, et lorsqu'il articule une chronologie détaillée de migrations cosmiques, l'interprétation symbolique devient insuffisante. Elle ne résout pas les questions que posent ces passages, elle les déplace simplement dans une autre catégorie analytique, celle du mythe, en supposant que cette catégorie dispense d'une explication plus précise. La civilisation sumérienne est apparue de manière remarquablement abrupte dans le registre archéologique. Entre 3500 et 3000 avant notre ère, une société dotée d'un système d'écriture élaboré, d'une architecture monumentale, d'un droit codifié, d'une astronomie systématique et d'une organisation administrative complexe a émergé dans la plaine alluviale mésopotamienne. Les civilisations voisines de la même période montrent des trajectoires de développement progressives avec des stades intermédiaires identifiables. La Mésopotamie sumérienne présente, à l'inverse, une densité de complexité qui n'a pas de précédent local clair. Les fouilles archéologiques de sites comme Eridu, Uruk et Nippur ont révélé des structures institutionnelles entièrement formées, sans transition graduée, visibles dans les couches stratigraphiques immédiatement antérieures. Cette anomalie a été reconnue par des chercheurs aussi différents que Samuel Noah Kramer, spécialiste de référence de la littérature sumérienne, et Thorkild Jacobsen, dont les travaux sur la théologie mésopotamienne restent fondamentaux. Les deux ont noté que le corpus littéraire sumérien présuppose une tradition antérieure dont les traces matérielles manquent. Les textes eux-mêmes font référence à des périodes antédiluviennes, à des rois ayant régné pendant des dizaines de milliers d'années et à des événements cosmiques d'une ampleur qui dépasse tout cadre purement symbolique. C'est dans ce contexte que les textes relatifs aux Anunnaki prennent une dimension analytique différente. Le terme Anunnaki, dans ses variantes orthographiques akkadiennes et sumériennes, apparaît dans des centaines de tablettes. Son étymologie précise reste débattue. Certains philologues traduisent le terme par ceux qui sont venus des cieux vers la terre, une formulation qui implique un déplacement directionnel depuis un espace extérieur. D'autres proposent les princes royaux du ciel et de la terre ou les descendants d'Anu, Anu étant la divinité suprême du panthéon sumérien associé au cosmos. Ces traductions ne sont pas mutuellement exclusives. Elles décrivent toutes, avec des nuances différentes, des entités dont l'origine est présentée comme extérieure à la Terre. Ce qui rend le dossier analytiquement intéressant, c'est que les textes ne se contentent pas de désigner ces entités. Ils décrivent leurs activités, leurs décisions, leurs conflits internes et leurs réactions à des menaces extérieures. La tablette connue sous le nom d'Atrahasis, datée de la période paléo-babylonienne, mais dont les spécialistes s'accordent à reconnaître l'origine sumérienne antérieure,
décrit une situation dans laquelle les Anunnaki eux-mêmes sont soumis à des contraintes qui limitent leur choix. Cette dimension de contrainte, de décision forcée, est absente de la plupart des interprétations conventionnelles, qui présentent les dieux mésopotamiens comme des agents libres dont les actions reflètent uniquement leur volonté et leurs rivalités internes. Mais les textes racontent autre chose. Ils décrivent des entités qui ont choisi la Terre non pas comme destination première, mais comme solution à un problème plus vaste, dont la nature exacte reste encodée dans des passages dont la traduction est encore contestée. Ces passages constituent, ces tentes, le point de départ de l'investigation qui suit. Ils ne prouvent rien de manière définitive, mais ils posent des questions que l'interprétation conventionnelle n'a pas résolues et que les chercheurs travaillant en dehors du cadre académique dominant ont commencé à formuler de manière de plus en plus précise. Les tablettes sumériennes ne constituent pas un ensemble homogène. Elles proviennent de sites différents, de périodes différentes et ont été rédigées dans des contextes institutionnels variés. Certaines sont des listes comptables, d'autres des hymnes liturgiques, d'autres encore des récits cosmogoniques ou des textes légaux. Cette diversité rend leur interprétation complexe, car un même passage peut appartenir à plusieurs registres simultanément. Un texte administratif peut contenir une référence cosmologique. Un hymne religieux peut encoder une information astronomique précise. La séparation nette entre mythe et information factuelle, qui est une catégorie analytique moderne, n'existait pas de la même manière dans la pensée mésopotamienne. Cela pose un problème méthodologique fondamental pour les chercheurs qui travaillent sur ces textes. Lorsqu'une tablette décrit le voyage d'une divinité depuis un astre lointain jusqu'à la Terre, faut-il interpréter ce passage comme une métaphore du cycle saisonnier, comme une projection symbolique d'un conflit politique interne ou comme la description codée d'un événement réel? Les assyriologues classiques ont généralement opté pour les deux premières options. Mais cette préférence interprétative repose elle-même sur une présupposition, celle que les auteurs anciens ne pouvaient pas avoir eu accès à des informations sur des réalités astronomiques ou cosmiques dépassant l'observation directe du ciel nocturne. Or, certaines des informations contenues dans les tablettes sumériennes posent précisément ce problème. La liste des planètes du système solaire telle qu'elle apparaît dans les textes mésopotamiens est l'un des exemples les plus discutés. Les astronomes sumériens connaissaient Saturne, Jupiter, Mars, Vénus et Mercure, planètes visibles à l'œil nu. Ce qui est plus difficile à expliquer, c'est la référence dans certains textes à un nombre de corps planétaires plus élevé que ce que l'observation directe permet d'identifier. Zecharia Sitchin, auteur controversé mais dont les travaux philologiques ont été discutés par plusieurs spécialistes, a soutenu que les Sumériens décrivaient un 12e corps planétaire qu'ils appelaient Nibiru. Cette thèse a été rejetée par la plupart des assyriologues, mais les passages sur lesquels elle s'appuie n'ont pas été réfutés de manière philologiquement satisfaisante. Le terme Nibiru lui-même est attesté dans les textes. Son sens exact est débattu. Les traductions les plus courantes proposent point de passage, point de croisement ou planète de la traversée. Ces formulations impliquent un corps céleste en mouvement, dont la trajectoire intersecte celle d'autres objets. Dans l'Enuma Elish, le texte cosmogonique babylonien qui reprend une tradition sumérienne antérieure, Nibiru est associé à Marduk, la divinité principale, et décrit comme un corps dont la course traverse l'espace céleste de manière non circulaire. Une orbite elliptique allongée, dans le langage de l'astronomie moderne, correspond précisément à cette description. Des corps, comme les comètes de longue période, les objets transneptuniens et les hypothétiques planètes distantes ont exactement ce type de trajectoire. La question n'est pas de savoir si les Sumériens disposaient d'un télescope. La question est de savoir comment cette description précise a émergé dans leur texte. La réponse académique standard est que Nibiru désigne une position astronomique, non un objet physique spécifique. Il s'agirait du point de culmination d'une planète dans le ciel, ou d'une position zodiacale particulière. Cette interprétation est philologiquement défendable. Mais elle ne résout pas tous les passages où Nibiru est décrit comme un astre en mouvement propre, doté de caractéristiques physiques et associé à des entités qui y résident ou en proviennent. Ces passages exigent une interprétation différente, que les chercheurs conventionnels préfèrent éviter parce qu'elle ouvre des questions dont les implications dépassent le cadre de l'assyriologie traditionnelle. L'Enuma Elish décrit
dans ses premières tablettes, une collision cosmique entre un corps, appelé Tiamat, et un autre appelé Marduk, ou son émissaire Kingu. Cette collision produit la formation de la Terre et de la Lune à partir des fragments résultants. La cosmologie conventionnelle moderne admet que la Lune s'est formée à la suite d'une collision entre la proto-Terre et un corps de la taille de Mars, un événement appelé l'hypothèse de l'impact géant. Cette hypothèse, formulée dans les années 1970 et confirmée par les analyses des échantillons lunaires rapportés par les missions Apollo, présente une structure narrative identique à celle de l'Enuma Elish. Un grand corps cosmique entre en collision avec la proto-Terre. Les fragments résultants s'agrègent pour former la Lune. La Terre prend sa forme définitive. La chronologie est différente, les noms sont différents, mais la séquence d'événements est structurellement la même. Cette convergence a été notée par plusieurs planétologues, sans qu'une explication satisfaisante ait été proposée pour justifier comment des auteurs de l'Antiquité auraient pu articuler une description aussi précise d'un événement survenu des milliards d'années avant leur existence. C'est ici que la question du prédateur cosmique commence à prendre forme. Si les Anunnaki possédaient une connaissance réelle de la formation du système solaire, si leur présence sur Terre résulte d'une décision délibérée plutôt que d'un récit symbolique, alors la question de ce qui les a forcés à prendre cette décision devient centrale. Les textes décrivent une menace. Ils la décrivent de manière fragmentaire, dans des passages qui ont été partiellement détruits, partiellement mal traduits et partiellement ignorés par la recherche conventionnelle. Mais la structure narrative est là, cohérente à travers plusieurs tablettes indépendantes. Quelque chose, dans l'espace au-delà du système solaire connu, constituait un danger suffisamment sérieux pour forcer des entités technologiquement avancées à chercher un refuge planétaire. La notion de menace extérieure dans les textes mésopotamiens n'est pas une invention des théoriciens alternatifs. Elle est présente dans le corpus cunéiforme lui-même, dans des passages qui ont été traduits, catalogués et ensuite largement ignorés par la recherche académique dominante. Ce traitement sélectif de l'évidence textuellement disponible constitue en lui-même un problème méthodologique que certains chercheurs ont commencé à signaler. Lorsqu'un passage décrit clairement une entité non identifiée dont la nature constitue un danger pour les Anunnaki, le filtrage interprétatif, qui le réduit à une métaphore du chaos cosmique impersonnel, demande à être justifié par des arguments philologiques précis, non par des présuppositions sur ce qu'une civilisation ancienne pouvait ou ne pouvait pas savoir. Les textes qui décrivent le plus clairement une menace extérieure appartiennent à plusieurs cycles distincts. Le premier est celui des textes Lugal-e, une composition sumérienne qui décrit le conflit entre le dieu Ninurta et une série d'entités hostiles. Ninurta est l'un des Anunnaki majeurs, fils d'Enlil, le seigneur de la destinée. Dans les textes Lugal-e, il est envoyé en mission de combat contre des adversaires dont la nature physique est décrite avec une précision inhabituelle. Ces adversaires ne sont pas des forces naturelles symbolisées. Ils sont décrits comme des entités actives, dotées de stratégies, capables de se déplacer et de coordonner leurs actions. La terminologie utilisée pour les désigner n'appartient pas au registre habituel de la démonologie mésopotamienne. Elle appartient à un registre qui décrit des agents dotés d'intentionnalité et de capacités opérationnelles. Le deuxième cycle de textes pertinents est celui des hymnes à Inanna, la déesse sumérienne associée à Vénus. Plusieurs de ces hymnes contiennent des passages dans lesquels Inanna décrit sa propre vulnérabilité face à des forces qu'elle ne peut pas contrôler. Cette vulnérabilité d'une divinité majeure est théologiquement anomalique dans un système où les dieux sont supposés omnipotents dans leurs domaines respectifs. Les commentateurs classiques ont interprété ces passages comme des expressions de l'humilité divine ou comme des métaphores des cycles saisonniers. Mais la structure linguistique de ces passages est différente de celle utilisée pour les métaphores reconnues. Le registre émotionnel et tactique qu'Inanna emploie dans ses textes correspond plus à une description d'une situation de danger réel qu'à une convention littéraire. Le troisième ensemble de passages provient de textes moins connus, appartenant à ce que les assyriologues appellent la littérature des lamentations. Ces textes décrivent la destruction de cités sumériennes majeures, Ur, Nippur, Lagash, dans des termes qui combinent des références à des décisions divines
et à des forces extérieures non précisément identifiées. La destruction de Ur, documentée par la lamentation sur la destruction de Ur, attribue la catastrophe à une décision de l'Assemblée des dieux, mais elle décrit également une force agissante dont les caractéristiques physiques ne correspondaient pas à celles d'une armée humaine. La combinaison de chaleur intense, de destruction massive et de vitesse d'exécution que le texte associe à cette force a conduit plusieurs chercheurs à émettre des hypothèses allant de l'impact météoritique à des phénomènes atmosphériques violents, sans qu'aucune explication ait été universellement acceptée. Ce que ces trois cycles de texte partagent, c'est la description d'une menace qui n'est ni humaine, ni naturelle dans le sens ordinaire du terme, ni entièrement contrôlable par les Anunnaki eux-mêmes. Cette convergence à travers des textes de genres différents, de périodes différentes et de contextes institutionnels différents mérite une attention analytique sérieuse. Elle suggère que les auteurs sumériens et akkadiens décrivaient quelque chose qu'ils reconnaissaient qu'au fait comme réel et distinct des forces naturelles qu'ils avaient par ailleurs cataloguées avec une grande précision. La question de l'identité de cette menace a été abordée de manière directe par plusieurs chercheurs non conventionnels. Sitchin a proposé que les textes décrivent des conflits avec d'autres factions extraterrestres non affiliées aux Anunnaki. Cette interprétation repose sur une lecture littérale des termes utilisés pour désigner les adversaires dans les textes Lugal-e et dans certains passages de l'Enuma Elish. Elle est rejetée par les assyriologues classiques, mais les arguments philologiques avancés pour la rejeter sont souvent moins précis que les arguments avancés pour la soutenir. Le problème n'est pas que la thèse de Sitchin soit prouvée. Le problème est que la réfutation académique de cette thèse repose souvent sur des présuppositions non articulées plutôt que sur une analyse textuelle rigoureuse des passages concernés. D'autres chercheurs ont proposé des identifications différentes pour le prédateur cosmique. Paul von Ward, qui a travaillé sur les traditions comparées des entités non humaines dans les textes anciens, a suggéré que les descriptions mésopotamiennes correspondent à des entités dont la nature physique est distincte de celle des Anunnaki eux-mêmes. Cette distinction est encodée dans les textes par l'utilisation de terminologies différentes pour désigner les différentes catégories d'entités. Les Anunnaki ont leurs propres termes. Les entités hostiles ont les leurs. Cette séparation terminologique n'est pas accidentelle. Dans un système d'écriture aussi précis que le cunéiforme sumérien, les choix lexicaux sont délibérés et porteurs de signification. Un passage particulièrement intéressant se trouve dans un texte fragmentaire conservé au British Museum, référencé sous la code B M47406. Ce texte, qui appartient à la période néo-babylonienne, mais dont le contenu est attribué à une tradition antérieure, décrit ce qui semble être une délibération parmi les Anunnaki sur la nécessité de modifier leur présence sur Terre. Les termes utilisés pour justifier cette modification incluent une référence à une entité désignée par un terme que les traducteurs ont rendu de manière très diverse. Certains proposent le grand chasseur, d'autres le destructeur venant de l'extérieur, d'autres encore le parcoureur des espaces profonds. Ces traductions divergentes reflètent l'ambiguïté du terme original, mais elles convergent toutes vers la description d'une entité mobile, active et menaçante, dont l'origine est clairement extérieure au contexte planétaire immédiat. Ce passage a été examiné par Michael Heiser, assyrologue américain dont les travaux sur la notion d'assemblée divine dans les textes du Proche-Orient ancien ont été publiés dans des revues académiques de référence. Heiser n'adopte pas les conclusions de Sitchin, mais il reconnaît que certains passages décrivent des dynamiques de menaces et de contraintes dans les relations entre les entités divines qui ne trouvent pas d'explication satisfaisante dans les cadres interprétatifs conventionnels. Sa propre interprétation reste dans le domaine de la théologie comparée. Mais son analyse textuelle confirme que les passages concernés décrivent quelque chose de structurellement différent des conflits mythologiques ordinaires entre divinités rivales. Ce qui se dégage de l'ensemble de ces textes est une image composite d'une situation de vulnérabilité des Anunnaki face à une menace qu'ils ne pouvaient pas neutraliser par leurs propres moyens dans leur environnement habituel. La Terre, dans cette lecture, représente non pas leur domaine naturel, mais un lieu de repli stratégique. Sa position dans le système solaire, son atmosphère, sa masse et peut-être certaines de ses caractéristiques géomagnétiques auraient aussi pu
offrir des propriétés protectrices spécifiques. Cette hypothèse, aussi spéculative qu'elle paraisse, est cohérente avec plusieurs éléments des textes. Elle explique pourquoi les Anunnaki sont décrits comme ayant délibérément choisi la Terre, pourquoi ils ont développé une relation aussi complexe avec l'espèce humaine, et pourquoi leurs textes encodent une mémoire de menaces aussi persistante à travers plusieurs siècles de littérature cunéiforme. La chronologie officielle de la présence humaine sur Terre et de l'émergence des premières civilisations repose sur un ensemble de datations archéologiques et génétiques qui font consensus dans la communauté scientifique. Selon ce cadre, l'Homo sapiens anatomiquement moderne est apparu en Afrique il y a environ 300 000 ans. Les premières traces d'art symbolique et de comportements cognitifs complexes remontent à environ 100 000 ans. L'agriculture est apparue de manière indépendante dans plusieurs régions du monde entre 10 000 et 7 000 avant notre ère. Et les premières civilisations urbaines, avec écriture, administration et architecture monumentale, ont émergé entre 3500 et 3000 avant notre ère. Ce cadre chronologique est solide dans ses grandes lignes. Mais il contient des anomalies que les découvertes archéologiques des dernières décennies ont rendu de plus en plus difficiles à ignorer. La plus significative de ces anomalies est le site de Göbekli Tepe, en Turquie méridionale. Découvert en 1994 et fouillé systématiquement depuis 1995 sous la direction de Klaus Schmidt, ce site présente des structures monumentales datées avec précision de 11 500 à 10 000 ans avant notre ère. Ces structures incluent des piliers en forme de T pesant plusieurs tonnes, ornés de sculptures en bas-relief représentant des animaux, des symboles géométriques et des entités anthropomorphes. L'organisation spatiale du site révèle une planification architecturale complexe qui suppose une organisation sociale, une division du travail et une tradition technique qui n'ont aucun précédent dans le registre archéologique de la région pour cette période. Les populations qui ont construit Göbekli Tepe étaient, selon le consensus archéologique, des chasseurs-cueilleurs. Les pensées n'avaient pas encore développé l'agriculture, et pourtant, elles ont produit l'une des structures monumentales les plus complexes de toute l'histoire humaine connue. Ce paradoxe a été discuté par Schmidt lui-même avant sa mort en 2014 et par ses successeurs. L'explication conventionnelle propose que Göbekli Tepe était un centre de rassemblement religieux qui a peut-être joué un rôle dans la transition vers l'agriculture, en stimulant la production alimentaire nécessaire pour nourrir les travailleurs impliqués dans sa construction. Cette explication est séduisante, mais circulaire. Elle suppose que le résultat, l'agriculture, ait été développé pour financer le processus qui, selon le même argument, a produit ce résultat. Elle ne résout pas la question fondamentale, à savoir d'où provenait la connaissance architecturale et symbolique manifestée dans les structures elles-mêmes. Les tablettes sumériennes, rédigées environ 7000 ans après Göbekli Tepe, contiennent des références à des périodes antédiluviennes pendant lesquelles des cités gouvernées par des entités divines ont existé avant le grand déluge. La liste royale sumérienne, un document cunéiforme conservé dans plusieurs versions, énumère des rois ayant régné pendant des dizaines de milliers d'années avant un événement catastrophique interprété généralement comme un déluge. Après cet événement, les durées de règne diminuent drastiquement pour approcher des valeurs humaines normales. L'interprétation académique standard traite les durées antédiluviennes comme des fictions narratives ou des exagérations symboliques destinées à conférer une antiquité légitimatrice à la royauté sumérienne. Cette lecture est défendable. Mais elle ne résout pas la question de savoir pourquoi la liste royale distingue si clairement, dans sa structure même, deux périodes de nature fondamentalement différentes. La période antédiluvienne de la liste royale couvre exactement les mêmes strates temporelles que celles dans lesquelles des sites comme Göbekli Tepe ont été construits. La convergence chronologique entre les traditions écrites sumériennes et les anomalies archéologiques préhistoriques n'est pas, en elle-même, une preuve de quoi que ce soit. Mais elle indique que quelque chose de significatif s'est produit dans cette plage temporelle, entre 12 000 et 4 000 avant notre ère, qui a laissé des traces à la fois dans le registre physique et dans la mémoire textuelle des civilisations qui ont suivi. Un deuxième point de tension dans la chronologie officielle concerne les données génétiques humaines. Les analyses génomiques comparatives menées depuis les années 2000 ont révélé que le génome de l'Homo sapiens contient un pourcentage significatif d'ADN,
provenant de croisements avec d'autres espèces humaines archaïques, principalement les Néandertaliens et les Dénisoviens. Ces croisements sont datés de périodes distinctes et correspondent à des mouvements de population qui sont encore partiellement inexpliqués. Ce qui est analytiquement intéressant pour cette investigation, c'est que certains généticiens ont noté la présence dans le génome humain de séquences dont l'origine ne correspond à aucune espèce archaïque identifiée jusqu'à présent. Ces séquences, qualifiées parfois d'ADN fantôme, représentent un pourcentage faible mais détectable du génome de certaines populations. Leur origine reste non élucidée dans le cadre des modèles évolutifs actuels. Les textes sumériens décrivent explicitement la création de l'humanité comme un acte délibéré des Anunnaki. Le mythe de la création humaine, tel qu'il apparaît dans les tablettes d'Atrahasis et dans d'autres textes connexes, décrit un processus d'ingénierie biologique dans lequel les Anunnaki, sous la direction d'Enki et Ninhursag, modifient une espèce existante pour produire un travailleur adapté à leurs besoins. Le terme akkadien utilisé pour désigner ce processus, Lulu Amelu, a été traduit par travailleur primitif ou être humain hybride selon les interprétations. La description du processus lui-même, qui implique la combinaison de matériel génétique provenant de deux sources différentes, une divine et une terrestre, est structurellement analogue à ce qu'un biologiste moderne appellerait une modification génétique dirigée. Cette analogie ne constitue pas une preuve. Elle constitue une question. Si les auteurs sumériens décrivaient un processus réel, alors la chronologie de l'émergence de l'Homo sapiens devrait présenter des anomalies correspondant à une intervention extérieure à un moment précis. Les données génomiques actuelles montrent effectivement une période de goulot d'étranglement dans la population ancestrale humaine, il y a environ 70 000 ans, suivie d'une expansion rapide dont les mécanismes ne sont pas entièrement expliqués par les modèles de dérive génétique naturelle. Cette période correspond, avec une marge d'incertitude, aux références sumériennes à une phase de création ou de modification de l'humanité. La chronologie officielle présente une autre anomalie dans le domaine de la connaissance astronomique antique. Les Sumériens utilisaient un calendrier basé sur des cycles précis du Soleil et de la Lune. Mais leurs textes astronomiques décrivent également la précession des équinoxes, un phénomène qui requiert des observations continues sur plusieurs milliers d'années pour être identifié avec précision. La précession est un mouvement lent de l'axe de rotation terrestre qui déplace graduellement les positions des étoiles dans le ciel nocturne, avec un cycle complet d'environ 25 920 ans. Les Sumériens connaissaient ce cycle. Ils l'avaient calculé avec une précision remarquable. Pour accumuler les données observationnelles nécessaires à ce calcul, une tradition d'observation astronomique systématique devrait remonter à plusieurs millénaires avant la date à laquelle la civilisation sumérienne est supposée avoir émergé. Cette contradiction entre la complexité de leur savoir astronomique et la brièveté apparente de leur tradition culturelle est l'une des plus difficiles à résoudre dans le cadre de la chronologie officielle. Elle suggère soit l'existence d'une tradition préhistorique de connaissances astronomiques non documentée dans le registre archéologique conventionnel, soit la transmission d'informations depuis une source externe disposant déjà de ces données. Les textes sumériens proposent eux-mêmes une réponse à cette question. Ils attribuent la transmission des arts et des sciences à des entités qu'ils appellent les Apkallu, 7 sages antédiluviens associés aux Anunnaki, qui auraient enseigné à l'humanité les fondements de la civilisation avant le déluge. Cette attribution n'est pas une explication scientifique, mais elle indique que les Sumériens eux-mêmes reconnaissaient que leur savoir provenait d'une source antérieure à leur propre tradition culturelle. Peu de termes dans la littérature cunéiforme ont généré autant de débats que Nibiru. Ce mot apparaît dans des dizaines de tablettes sous différentes graphies et dans des contextes très variés, ce qui explique en partie la difficulté à lui attribuer une signification unique et stable. Les assyriologues reconnaissent que le terme est attesté, que son usage est ancien et que son champ sémantique est large. Là s'arrête le consensus. Les interprétations divergent ensuite de manière significative, et ce n'est pas uniquement en raison des ambiguïtés du cunéiforme. C'est aussi parce que les implications de certaines traductions sont suffisamment radicales pour que la recherche académique ait préféré, de manière générale, les options les moins perturbantes. La racine du terme Nibiru renvoie au concept de passage, de traversée ou de franchissement. Dans les textes astronomiques babyloniens,
Notamment dans le grand catalogue céleste connu sous le nom de Mule à pain, Nibiru est mentionné en relation avec Jupiter dans certains passages et avec le Soleil dans d'autres. Cette variabilité référentielle a conduit les interprètes classiques à conclure que Nibiru désigne une position céleste plutôt qu'un objet physique spécifique. Il s'agirait du point de croisement ou de culmination d'un astre dans le ciel, une notion dynamique plutôt qu'une entité fixe. Cette interprétation est philologiquement possible et elle est défendue par des chercheurs sérieux comme Wayne Horowitz, dont les travaux sur la cosmologie mésopotamienne font référence dans le domaine. Cependant, cette lecture laisse non résolus plusieurs passages de l'Enuma Elish dans lesquels Nibiru est décrit comme un corps possédant des caractéristiques physiques propres, une brillance spécifique, une trajectoire identifiable et une relation avec d'autres corps du système solaire. Dans le quatrième chant de l'Enuma Elish, après que Marduk a réorganisé le cosmos suite à la défaite de Tiamat, il est dit que Nibiru occupe une position précise dans la structure cosmique résultante, qu'il établit les limites des zones célestes et qu'il ne peut pas être franchi sans son autorisation. Ce passage, pris littéralement, décrit non pas une position abstraite, mais un corps physique actif qui joue un rôle structurant dans l'organisation du système planétaire. Zecharia Sitchin a construit sur ces passages une théorie qui a atteint une audience considérable en dehors du monde académique. Sa thèse principale est que Nibiru est une planète supplémentaire du système solaire, dotée d'une orbite elliptique très allongée, qui effectue un retour périodique dans les régions internes du système solaire environ tous les 3600 ans. Cette planète serait l'origine des Anunnaki, qui l'auraient habitée et depuis laquelle ils auraient effectué des voyages vers la Terre à chaque passage périhélique. La thèse de Sitchin a été critiquée de manière substantielle par des astrophysiciens et des assyriologues. Les critiques astrophysiques portent sur l'impossibilité d'une planète habitable en orbite aussi elliptique en raison des variations extrêmes de température entre le périhélie et l'aphélie. Les critiques philologiques portent sur l'interprétation sélective des textes et sur des erreurs de traduction identifiées par des spécialistes comme Michael Heiser. Ces critiques sont légitimes et doivent être prises en compte. Mais elles ne résolvent pas la question de fond, à savoir la nature réelle de l'objet décrit dans les passages pertinents de l'Enuma Elish. Elles réfutent la thèse de Sitchin dans ses formulations spécifiques. Elles ne proposent pas d'interprétation alternative convaincante pour les passages qui décrivent Nibiru comme un corps physique doté de propriétés mesurables. Cette asymétrie entre la force de la réfutation et la faiblesse de l'alternative proposée est caractéristique de plusieurs débats dans ce domaine. Du côté de l'astrophysique contemporaine, la recherche d'une planète supplémentaire dans les régions distantes du système solaire est un programme de recherche actif et légitime. En 2016, Konstantin Batygin et Mike Brown de Caltech ont publié dans The Astronomical Journal une étude proposant l'existence d'une neuvième planète, Planet 9, dont la masse serait environ 10 fois celle de la Terre et dont l'orbite serait très éloignée du Soleil avec un demi-grand axe d'environ 400 à 800 unités astronomiques. Cette hypothèse, fondée sur les perturbations gravitationnelles observées dans les orbites d'objets transneptuniens, est prise au sérieux par la communauté astrophysique. Elle n'a pas encore été confirmée par observation directe, mais elle indique que la structure du système solaire externe est encore incomplètement comprise et que des corps massifs non détectés pourraient en y exister. La convergence entre cette hypothèse astrophysique moderne et les descriptions sumériennes de Nibiru comme corps planétaire distant et en orbite elliptique est frappante. Elle ne prouve pas que les Sumériens décrivaient Planet 9. Elle indique que la structure des textes sumériens concernant Nibiru est cohérente avec des réalités astrophysiques que la science moderne reconnaît comme possibles. Cette cohérence mérite une analyse sérieuse, indépendamment de la question de savoir si Sitchin avait raison dans ses formulations spécifiques. Un élément supplémentaire dans ce dossier provient de l'analyse des perturbations gravitationnelles dans le système solaire interne. Plusieurs chercheurs ont noté que les orbites de certains objets dans la ceinture de Kuiper et au-delà présentent des anomalies qui ne sont pas entièrement expliquées par les perturbations gravitationnelles des 8 planètes connues. Ces anomalies sont précisément ce qui a conduit Batygin et Brown à proposer l'existence de Planet 9.
Mais certains de ces chercheurs ont également noté que la fréquence de certaines perturbations dans les données historiques des comètes de longue période suggère un cycle d'environ 3600 à 4000 ans. Cette périodicité correspond de manière troublante à l'intervalle proposé par Sitchin pour le retour de Nibiru, bien que l'explication physique de cette périodicité reste non établie. La question de l'habitabilité d'un corps en orbite elliptique extrême mérite également une réévaluation. Les modèles conventionnels supposent qu'une planète doit se trouver dans la zone habitable de son étoile, c'est-à-dire à une distance permettant l'existence d'eau liquide en surface. Mais les recherches récentes sur les océans sous-glaciaires, notamment ceux confirmés sur Europa et Encelade, satellites de Jupiter et Saturne respectivement, ont élargi le concept d'habitabilité. Un corps planétaire massif, doté d'une chaleur interne suffisante, générée par sa propre radioactivité ou par des forces de marée, pourrait maintenir des conditions compatibles avec la vie même à des distances très éloignées du Soleil. Cette possibilité n'était pas disponible dans le cadre scientifique au moment où Sitchin a formulé sa théorie. Elle modifie les termes dans lesquels la critique astrophysique de cette théorie doit être évaluée. Dans les textes sumériens, Nibiru est associé à des Anunnaki, qui en proviennent, mais qui ont choisi de s'établir sur Terre. Cette association suggère que leur monde d'origine était devenu inhabitable ou insuffisamment sûr, et que la Terre représentait une alternative viable. La raison de cette transition reste le cœur du mystère que les tablettes encodent. Ce qui est clair, c'est que la description de Nibiru dans les textes n'est pas réductible à une simple métaphore astronomique. Elle décrit un objet, une origine et une migration. La nature précise de cet objet est encore débattue. Mais le fait que ce débat implique aujourd'hui à la fois des philologues et des astrophysiciens indique que la question dépasse les frontières disciplinaires dans lesquelles elle a longtemps été confinée. La Terre n'est pas une planète ordinaire. Dans le contexte du système solaire, elle présente une combinaison de caractéristiques qui la distinguent de manière significative des autres corps planétaires connus. Sa position dans la zone habitable du Soleil, son champ magnétique généré par un noyau de fer en rotation, son atmosphère protectrice, sa masse permettant de retenir cette atmosphère sans être assez massive pour devenir une géante gazeuse, la présence d'eau liquide en surface et la stabilité relative de son orbite grâce à l'influence gravitationnelle stabilisatrice de la Lune constituent un ensemble de conditions que les astronomes et les astrobiologistes qualifient de remarquablement favorables. La probabilité statistique de réunir toutes ces conditions simultanément est estimée comme très faible, ce qui explique pourquoi la recherche de planètes analogues à la Terre dans d'autres systèmes stellaires est devenue un programme de recherche majeur. Si des entités capables de voyages interstellaires ou interplanétaires cherchaient un refuge, la Terre présenterait des avantages considérables. Mais les tablettes sumériennes ne décrivent pas seulement un choix de destination basé sur les propriétés physiques de la planète. Elles décrivent un processus de décision qui implique des délibérations, des conflits internes et des compromis parmi les Anunnaki eux-mêmes. Cette dimension décisionnelle complexe est encodée dans plusieurs textes, notamment dans l'Atrahasis et dans les passages cosmogoniques de l'Enuma Elish qui précèdent la création de l'humanité. Dans l'Atrahasis, la décision d'utiliser la Terre comme base est présentée comme une solution à un problème de ressources. Les Anunnaki de rang inférieur, les Igigi, sont décrits comme épuisés par les travaux physiques qu'ils doivent effectuer. La création de l'humanité est alors proposée comme solution pour décharger les Igigi de ces travaux. Cette lecture, qui est celle de la majorité des assyriologues, présente la Terre comme un site de production, non comme un refuge. Mais elle suppose que le texte dit tout ce qu'il a à dire sur les motivations des Anunnaki. Or, les textes mésopotamiens fonctionnent souvent sur plusieurs niveaux de signification simultanée. Ce qui est présenté explicitement comme une raison n'exclut pas d'autres raisons restées implicites. Les descriptions architecturales sumériennes des structures construites par les Anunnaki sur Terre fournissent des indices supplémentaires. Les Kur, temples ou maisons de montagne dans la terminologie sumérienne, sont décrits dans les textes comme des constructions dotées de propriétés particulières liées à leur position géographique et à leur orientation. Le terme Kur lui-même désigne à la fois un lieu de culte et une structure dont la forme imite une montagne, une structure géologique massive offrant une protection naturelle.
Cette double signification n'est probablement pas accidentelle. Dans de nombreuses cultures anciennes, les structures du souterrain et les montagnes sont associées à la protection contre des menaces venant de l'extérieur. Si les Anunnaki cherchaient à minimiser leur signature physique ou à se protéger de quelque chose traversant l'espace, des structures enfouies dans la croûte terrestre représenteraient une solution logique. Le champ magnétique terrestre constitue un autre facteur potentiellement pertinent. Ce champ, généré par le mouvement du noyau de fer liquide de la Terre, crée une magnétosphère qui protège la surface de l'essentiel des rayonnements cosmiques et du vent solaire. Cette protection est essentielle pour la vie biologique complexe, et c'est l'une des raisons pour lesquelles Mars, dont le champ magnétique s'est effondré il y a environ 4 milliards d'années, est aujourd'hui une planète inhospitalière malgré sa position dans la zone habitable. Si le prédateur cosmique décrit dans les textes sumériens utilise des formes d'énergie ou de rayonnement qui sont bloquées par un champ magnétique planétaire puissant, alors la Terre représenterait non pas simplement un refuge agréable, mais un refuge spécifiquement adapté à la nature de la menace. Cette hypothèse est spéculative, mais elle est cohérente avec la structure des textes. Les Anunnaki ne sont pas décrits comme ayant choisi la Terre arbitrairement. Ils sont décrits comme ayant évalué ses propriétés et conclu qu'elles répondaient à des critères spécifiques. La nature précise de ces critères n'est pas explicitée dans les textes qui ont survécu. Mais la récurrence de descriptions associant les installations Anunnaki à des profondeurs souterraines, à des structures massives et à des emplacements géographiquement défendables suggère que la protection physique était un facteur déterminant dans leurs choix architecturaux. Un autre élément important dans la question du choix de la Terre concerne sa biodiversité. La planète possède une richesse biologique sans équivalent connue dans le système solaire. Cette richesse inclut des ressources génétiques, nutritionnelles et pharmacologiques d'une variété considérable. Si les Anunnaki avaient besoin de ressources biologiques spécifiques pour maintenir leur physiologie dans un environnement différent de leur habitat d'origine, la Terre représenterait une source incomparablement riche. Les textes décrivent les Anunnaki comme consommant de la nourriture et des boissons offerts par les humains dans le cadre des rituels cultuels. Cette dimension de consommation matérielle, souvent interprétée symboliquement, pourrait indiquer une dépendance biologique réelle envers des ressources terrestres. La question de l'or mérite d'être abordée dans ce contexte. Les textes sumériens mentionnent à plusieurs reprises que les Anunnaki étaient intéressés par l'extraction de minéraux précieux, dont l'or occupe une place particulière. La tradition académique interprète généralement cet intérêt comme une réflexion des valeurs économiques des civilisations mésopotamiennes qui ont produit ces textes. Mais Sitchin et d'autres chercheurs ont proposé que l'intérêt des Anunnaki pour l'or avait une fonction technique. L'or est le meilleur conducteur thermique et électrique connu après l'argent. Il est chimiquement stable et ne s'oxyde pas. Et il possède des propriétés réflectives remarquables dans le domaine des rayonnements infrarouges et ultraviolets. Ces propriétés le rendent indispensable dans certaines applications technologiques avancées, notamment la protection contre les rayonnements et la fabrication de systèmes optiques de précision. La thèse d'un besoin technologique en or de la part des Anunnaki est difficile à confirmer ou à infirmer par les textes disponibles. Mais les fouilles archéologiques dans les régions d'Afrique australe ont révélé des mines d'or dont l'exploitation remonte à des périodes beaucoup plus anciennes que ce que l'archéologie conventionnelle attribuait aux populations locales. Michael Tellinger, chercheur sud-africain dont les travaux sur les anciennes mines d'or d'Afrique du Sud ont été publiés dans plusieurs ouvrages, a documenté des structures associées à ces mines qui ne correspondent pas aux techniques minières connues des populations préhistoriques de la région. Ces découvertes n'ont pas été intégrées dans les modèles archéologiques dominants, mais elles constituent un élément supplémentaire dans le dossier de la présence potentielle d'une activité d'extraction minière organisée à une époque très ancienne. La convergence de tous ces éléments, les propriétés physiques de la Terre, la structure défensive des installations Anunnaki, l'intérêt pour les ressources biologiques et minérales et les contraintes imposées par une menace extérieure non spécifiée dessinent un tableau d'un choix stratégique délibéré et multidimensionnel. Les Anunnaki n'auraient pas choisi la Terre parce qu'elle était agréable. Ils l'auraient choisi parce qu'elle offrait une combinaison unique de protection,
de ressources et de discrétion dans un contexte de menace active. Cette conclusion, si elle est correcte, modifie radicalement la signification de l'ensemble des textes sumériens et de la relation entre les Anunnaki et l'humanité. Les structures architecturales attribuées aux premières civilisations de l'Antiquité posent des problèmes que les modèles d'ingénierie conventionnels ont du mal à résoudre de manière satisfaisante. Ce problème est le plus souvent associé aux pyramides égyptiennes, mais il est en réalité distribué sur un ensemble beaucoup plus large de sites à travers le monde. Et les questions qu'il pose sont plus précises et plus analytiquement sérieuses que le débat public sur les pyramides ne le laisse généralement entendre. En Mésopotamie même, les ziggourats sumériennes constituent le premier élément de cet inventaire architectural. Ces structures en gradins, dont la plus célèbre est la ziggourate de Ur, construite vers 2100 avant notre ère sous le roi Ur-Nammu, présentent des caractéristiques techniques qui méritent attention. L'analyse structurelle de la grande ziggourate d'Ur révèle des murs légèrement inclinés vers l'intérieur, créant un effet de contrefort naturel qui répartit les contraintes mécaniques de manière optimale. Les archéologues ont également découvert que ces constructeurs avaient intégré des systèmes de drainage interne et des couches alternées de roseaux et d'asphalte pour prévenir les dommages causés par l'humidité. Ces solutions techniques sont sophistiquées, mais elles ne dépassent pas, en principe, les capacités d'ingénieurs humains organisés et expérimentés. Ce qui est plus difficile à expliquer se trouve dans des sites antérieurs aux ziggourats. Göbekli Tepe, déjà mentionné, en est l'exemple le plus connu. Mais des sites comme Çatal Höyük en Turquie, Jéricho en Palestine et les structures mégalithiques de Malte présentent des niveaux de planification et de technique qui précèdent l'invention supposée des outils et des techniques nécessaires à leur construction. À Malte, les temples de Mnajdra et de Hagar Kim, datés de 3600 à 3200 avant notre ère, présentent une orientation astronomique précise qui aligne leurs ouvertures sur les positions du Soleil, au solstice et aux équinoxes. Cette orientation requiert des connaissances astronomiques avancées et une capacité de planification sur des décennies, puisque les corrections pour la précession des équinoxes auraient dû être effectuées pendant la phase de conception. En Amérique du Sud, Tiwanaku, au Bolivie, est un site dont l'architecture présente des caractéristiques analogues. Certains blocs de pierre du complexe de Pumapunku, une partie du site de Tiwanaku, présentent des angles droits d'une précision remarquable et des surfaces usinées dont la régularité n'a pas d'équivalent connu dans les technologies préhistoriques de la région. Ces blocs, pesant plusieurs tonnes, ont été transportés depuis des carrières distantes de plusieurs dizaines de kilomètres. Les méthodes conventionnelles de transport, utilisant des traîneaux, des rouleaux et des cordes, sont théoriquement suffisantes pour déplacer de tels blocs, mais elles requièrent une organisation logistique d'une envergure considérable pour des populations présumément peu nombreuses et sans bête de somme dans cette région à cette époque. Les structures mégalithiques d'Égypte posent des questions encore plus précises. Les analyses récentes de la Grande Pyramide de Gizeh, utilisant des techniques modernes de géophysique et de modélisation structurelle, ont révélé plusieurs caractéristiques difficiles à expliquer par les méthodes de construction conventionnellement proposées. La précision de l'orientation de la pyramide, alignée sur le nord géographique avec une marge d'erreur inférieure à 1/10 de degré, est supérieure à celle que permet la méthode de dissection solaire généralement invoquée pour l'expliquer. La gestion thermique interne de la structure, qui maintient une température constante d'environ 20 degrés Celsius, indépendamment des variations saisonnières extérieures, résulte d'une configuration architecturale dont la conception délibérée est difficile à expliquer comme un effet accidentel. Des chercheurs comme Robert Bauval, dont les travaux sur la corrélation entre la disposition des pyramides de Gizeh et la ceinture d'Orion ont été publiés dans des revues académiques, ont proposé que l'ensemble du complexe de Gizeh était conçu selon un plan astronomique global qui nécessitait une coordination sur plusieurs générations. Cette conclusion a été contestée, mais les arguments avancés contre elle sont rarement aussi précis que l'observation sur laquelle elle repose, à savoir que la disposition relative des 3 grandes pyramides reproduit avec une précision remarquable la disposition relative des 3 étoiles principales de la ceinture d'Orion, et que cette disposition correspond non pas au ciel contemporain de la construction, mais au ciel tel qu'il apparaissait autour de 10 500 avant notre ère,
en raison de la précession des équinoxes. Cette date, 10 500 avant notre ère, coïncide avec la période d'activité de Göbekli Tepe et avec les références sumériennes à la période antédiluvienne. Elle indique que la tradition de connaissances astronomiques et architecturales qui se manifeste dans ces sites différents à travers le monde partage peut-être une origine commune, non nécessairement géographique, mais potentiellement temporelle et institutionnelle. La question de la transmission de cette tradition est directement liée à la question de la présence Anunnaki sur Terre. Si des entités extérieures ont effectivement séjourné sur Terre pendant les millénaires qui précèdent les premières civilisations historiques, elles auraient pu transmettre à des populations humaines sélectionnées les connaissances nécessaires à la construction de ces structures. Les textes sumériens décrivent précisément ce type de transmission, à travers les figures des Apkallu, les sages antédiluviens associés à la fois aux Anunnaki et à la transmission du savoir. Les Apkallu sont décrits comme des entités mi-humaines, mi-divines, qui ont enseigné les arts, l'architecture, l'astronomie et la médecine aux premières populations humaines. Cette description est généralement interprétée comme mythologique, mais si elle est prise au premier degré, elle correspond exactement à ce que le registre archéologique suggère, à savoir une transmission soudaine et non progressive de connaissances complexes à des populations qui n'ont pas les antécédents culturels nécessaires pour les avoir développées de manière autonome. La soudaineté de l'émergence de ces connaissances dans le registre archéologique, combinée à leur haute précision dès leurs premières manifestations connues, constitue l'anomalie fondamentale que les modèles d'évolution culturelle graduelle ne résolvent pas. Un dernier élément dans ce dossier architectural concerne la distribution géographique des sites anomaliques. Ils ne sont pas concentrés dans une région particulière. Ils se trouvent en Turquie, en Palestine, en Égypte, au Mexique, au Pérou, en Bolivie, en Inde et dans les îles du Pacifique. Cette distribution globale simultanée, pour des sites datant approximativement de la même période, est difficile à expliquer par des échanges culturels entre populations humaines de l'époque préhistorique, dont les capacités de navigation longue distance étaient assez limitées. Elle est cohérente, en revanche, avec la présence d'une civilisation non humaine dont l'activité était globalement distribuée sur la surface de la planète. Cette conclusion n'est pas prouvée par les données architecturales seules, mais elle est l'hypothèse la plus économique pour rendre compte de l'ensemble des anomalies documentées. La transition du sumérien à l'akkadien comme langue dominante de la Mésopotamie ancienne s'est produite progressivement entre 2500 et 2000 avant notre ère. Cette transition n'a pas effacé le corpus sumérien, elle l'a transformé. Les scribes akkadiens ont traduit, adapté et recopié des textes sumériens, introduisant parfois des modifications subtiles qui reflètent leur propre compréhension des matériaux qu'ils transmettaient. Ces modifications sont précieuses pour l'analyse car elles révèlent quels aspects des textes sumériens originaux les scribes akkadiens trouvaient suffisamment importants pour être préservés, quels aspects ils ont amplifiés et quels aspects ils ont atténués ou modifiés. Un phénomène particulièrement intéressant dans la littérature akkadienne est la présence récurrente d'un registre émotionnel spécifique associé à certaines entités ou à certains événements cosmiques. Ce registre combine des termes liés à la terreur, à l'immobilisation physique et à l'impossibilité de résistance. Les termes akkadiens Melamu et Pulurtu sont les plus représentatifs de ce registre. Melamu désigne une aura de lumière terrifiante qui entoure les grandes divinités et les rois. Pulurtu désigne la terreur sacrée qui s'empare de ceux qui se trouvent en présence d'une manifestation divine. Ces termes apparaissent dans un contexte rituel et théologique habituel, mais ils apparaissent également dans des passages qui décrivent des situations où les Anunnaki eux-mêmes sont les sujets de la peur, non ces objets. Ce renversement est analytiquement significatif. Dans la théologie mésopotamienne ordinaire, les dieux inspirent la peur mais ne la ressentent pas, du moins pas face à d'autres dieux. Quand un texte akkadien décrit un Anunnaki majeur comme éprouvant Pulurtu face à quelque chose, il signale une rupture dans la hiérarchie ordinaire de la puissance divine. Ces ruptures sont rares, mais elles existent et elles se concentrent dans des passages associés à des entités ou des événements dont la description est délibérément vague. Cette vagueur elle-même est un signal.
Dans un système d'écriture aussi précis que le cunéiforme, l'imprécision est rarement accidentelle. Elle peut résulter d'une lacune dans le savoir des scribes, d'une décision délibérée de ne pas nommer quelque chose, ou d'une instruction reçue de ne pas transmettre certaines informations de manière explicite. Le texte akkadien, connu sous le nom de Descente d'Ishtar aux Enfers, fournit un exemple de ce type d'encodage. La déesse Ishtar, équivalente akkadienne d'Inanna, descend dans le monde souterrain et est progressivement dépouillée de ses attributs protecteurs à chacune des 7 portes qu'elle franchit. À l'arrivée dans le royaume d'Ereshkigal, sa sœur et souveraine du monde inférieur, Ishtar est réduite à une totale vulnérabilité. L'interprétation conventionnelle voit dans ce récit un mythe du cycle saisonnier, la mort et la résurrection de la végétation. Cette lecture est cohérente avec la structure du texte, mais elle n'explique pas pourquoi une déesse aussi puissante qu'Ishtar, qui dans d'autres textes affronte des armées et des dieux sans peur, est ici entièrement défaite et maintenue captive pendant 3 jours. La description du monde inférieur dans les textes akkadiens est consistante à travers plusieurs siècles de littérature. Il s'agit d'un espace sans lumière, sans retour possible, gouverné par des règles qui s'imposent même aux grandes divinités. Ce monde souterrain n'est pas simplement la mort dans un sens biologique. Il est décrit comme un endroit réel, avec des portes, des gardiens, une géographie et une administration. La précision de ces descriptions, leur cohérence d'un texte à l'autre et leur nature délibérément fonctionnelle plutôt que purement symbolique indiquent d'autres que les auteurs akkadiens décrivaient quelque chose qu'ils reconnaissaient comme réel. Si ce monde souterrain correspond à des installations physiques construites par ou pour les Anunnaki dans la croûte terrestre, alors les textes sur la descente aux enfers constituent une description fonctionnelle de ces installations et de leurs règles d'accès. La progressivité du franchissement des 7 portes, avec dépossession des attributs à chaque étape, pourrait décrire un protocole de sécurité pour pénétrer dans un espace protégé. La terreur associée à ces passages et l'impossibilité pour des entités non autorisées d'en sortir renforcent cette interprétation fonctionnelle. Cette lecture est spéculative, mais elle est structurellement cohérente avec les textes d'une manière que l'interprétation saisonnière ne peut pas entièrement capturer. L'encodage de la peur dans la littérature akkadienne prend également une dimension plus explicite dans certains textes apotropaïques, c'est-à-dire des textes destinés à écarter des forces maléfiques. Ces textes, utilisés dans des rituels de protection, décrivant des entités dont les caractéristiques physiques ne correspondent pas à celles des démons ordinaires du panthéon mésopotamien. Parmi ces entités, une catégorie particulière, les Utuku, mérite attention. Les Utuku sont des esprits ou des entités qui peuvent être bienveillants ou maléfiques selon les textes, mais ceux de la catégorie maléfique sont décrits comme des forces venant de l'extérieur du monde habité, capables de traverser des barrières normalement imperméables et de provoquer des états de terreur physique chez leurs victimes. La description des effets des Utuku maléfiques inclut des symptômes physiques spécifiques, tremblements, paralysie, perte de conscience, hallucinations. Ces symptômes ne correspondent pas à ceux associés aux maladies ordinaires dans la médecine mésopotamienne, qui avait par ailleurs une nomenclature précise pour les différentes pathologies. Ils correspondent clairement davantage aux effets de certains types de rayonnements ou de champs électromagnétiques intenses sur le système nerveux humain. Cette observation ne prouve rien, mais elle est cohérente avec l'hypothèse d'une menace physique réelle dont les manifestations ont été encodées dans le langage démonologique disponible aux scribes de l'époque. Un texte particulièrement pertinent dans ce contexte est la tablette connue sous le nom de Maklou, un recueil de rituels exorcistes qui constitue l'un des plus longs textes rituels mésopotamiens connus. Dans certains passages du Maklou, les entités contre lesquelles les rituels sont dirigés sont décrites comme venant d'un lieu situé au-delà des étoiles, comme des entités qui ne sont pas liées par les mêmes contraintes physiques que les êtres ordinaires, et comme des forces qui menacent la structure même du cosmos établi. Ces descriptions dépassent largement le cadre de la démonologie ordinaire, qui concerne généralement des entités liées à des lieux, des maladies ou des états émotionnels spécifiques. La menace décrite dans ces passages du Maklou est d'une nature fondamentalement différente, plus abstraite, plus totale et plus difficile à contrer. Cette escalade dans la nature de la menace décrite dans les textes akkadiens tardifs par rapport aux textes sumériens antérieurs est en elle-même un signal analytique.
Elle suggère que la tradition de connaissances sur le prédateur cosmique n'a pas disparu avec la transition culturelle de la Mésopotamie ancienne. Elle s'est transformée, encodée dans de nouveaux registres textuels, mais elle a maintenu sa cohérence fondamentale à travers plusieurs millénaires de transmission orale et écrite. La hiérarchie des Anunnaki, telle qu'elle apparaît dans les textes sumériens et akkadiens, est l'une des structures institutionnelles les mieux documentées de l'Antiquité mésopotamienne. Elle est décrite avec une précision et une cohérence remarquables à travers des textes couvrant plusieurs siècles et provenant de contextes culturels différents. Cette cohérence n'est pas banale. Dans les traditions religieuses polythéistes, les panthéons évoluent généralement en fonction des changements politiques et culturels des sociétés qui les maintiennent. Les divinités sont ajoutées, supprimées, fusionnées ou requalifiées selon les besoins idéologiques du moment. Le panthéon Anunnaki présente une stabilité structurelle qui dépasse ce que l'on observe habituellement dans ce type de système, ce qui suggère que sa structure reflétait quelque chose de plus contraignant qu'une convention religieuse. Au sommet de la hiérarchie se trouve Anu, la divinité du ciel, dont la position est décrite comme celle d'un souverain distant et peu impliqué dans les affaires terrestres quotidiennes. Sous Anu, trois grandes divinités se partagent les domaines de l'existence. Enlil, le seigneur du vent et de la destinée, maître de la terre et de l'atmosphère, Enki, le seigneur des eaux souterraines et de la sagesse, maître des profondeurs et de la connaissance technique, et Ninhursag, la grande mère, associée à la fertilité et à la médecine. Ces trois entités constituent le conseil directeur des Anunnaki et leurs décisions dans les textes ont toujours une dimension collective, même lorsqu'elles sont présentées comme des actes individuels. En dessous de ce conseil supérieur, les textes identifient 50 Anunnaki principaux, 7 d'entre eux étant désignés comme ceux qui décrètent les destins. Ces 7 entités constituent un comité décisionnel dont les attributions sont clairement distinctes de celles du reste de la hiérarchie. Elles ne gèrent pas des domaines spécifiques. Elles déterminent les orientations fondamentales de l'ensemble du groupe. Cette structure à deux niveaux, un conseil exécutif et un comité stratégique, ressemble davantage à une organisation institutionnelle qu'à un panthéon mythologique. Elle implique une division du travail précise, des responsabilités délimitées et des mécanismes de délibération collective. La question que cette structure pose dans le cadre de la présente investigation est celle de sa fonctionnalité dans un contexte de menace. Comment une organisation aussi hiérarchiquement précise réagit-elle à un danger extérieur que ses membres ne contrôlent pas? Les textes fournissent des éléments de réponse. Dans l'Atrahasis, face aux plaintes des Igigi, c'est une délibération de l'Assemblée des Anunnaki qui produit la décision de créer l'humanité. Dans le récit du déluge, c'est une délibération similaire qui produit la décision de le déclencher et, parallèlement, la décision secrète d'Enki de préserver Atrahasis. Dans les textes cosmogoniques, c'est une délibération collective qui répartit les domaines de compétences après la victoire de Marduk sur Tiamat. Ce modèle délibératif persistant indique que les Anunnaki fonctionnaient selon un principe de gouvernance collective, même pour les décisions les plus fondamentales. Dans le contexte de la menace cosmique, cela signifie que la décision de se réfugier sur Terre n'aurait pas été prise unilatéralement par un individu. Elle aurait résulté d'un processus délibératif impliquant au moins le conseil des trois grandes divinités et probablement les 7 qui décrètent les destins. Cette décision aurait donc représenté un consensus institutionnel, non une fuite désorganisée. La nature de cette décision collective a des implications importantes pour comprendre les relations entre les différentes factions Anunnaki qui sont décrites dans les textes. Enlil et Enki sont régulièrement présentés comme des adversaires dont les positions sur des questions fondamentales divergent. Enlil est généralement associé à une attitude plus distante et plus sévère envers l'humanité. Enki est associé à une protection active des humains et à la transmission du savoir. Cette divergence, interprétée conventionnellement comme un conflit théologique symbolisant différentes conceptions de la relation entre le divin et l'humain, pourrait également refléter des désaccords réels sur la stratégie à adopter face à la menace extérieure. Si la décision de se réfugier sur Terre impliquait de se mêler aux populations locales, de les modifier génétiquement et d'en faire des partenaires dans l'exploitation des ressources terrestres,
Cette stratégie aurait pu être contestée par certains membres de la hiérarchie. Enlil, dans les textes, exprime à plusieurs reprises une hostilité envers l'humanité et désire à plusieurs occasions la réduire ou l'éliminer. Cette hostilité constante envers une espèce que les mêmes textes décrivent comme une création des Anunnaki est psychologiquement paradoxale et demande une explication. Une explication possible est qu'Enlil considérait l'implication croissante avec l'humanité comme un risque pour la discrétion du refuge. Si la présence Anunnaki sur Terre devait rester secrète, la création d'une race hybride nombreuse et bruyante représentait un risque d'exposition. Cette hypothèse de la discrétion stratégique est cohérente avec plusieurs passages des textes. Les Anunnaki sont décrits comme évitant le contact direct avec les humains ordinaires. Leurs interactions avec l'humanité passent par des intermédiaires, des rois, des prêtres, des prophètes. Leurs installations sont décrites comme inaccessibles aux non-initiés. Leurs rituels sont entourés de restrictions sévères concernant qui peut y participer et dans quelles conditions. Cette architecture de l'accès restreint correspond davantage à un protocole de sécurité qu'à une organisation religieuse ordinaire. La structure numérique de la hiérarchie Anunnaki mérite également attention. Le nombre 50 pour les Anunnaki principaux et le nombre 7 pour le comité décisionnel supérieur ne sont pas des choix arbitraires dans la pensée mésopotamienne. Le nombre 7 est associé à la complétude et à la perfection dans l'ensemble de la tradition proche orientale ancienne. Il structure le calendrier, l'organisation rituelle et la géographie symbolique de la Mésopotamie. Mais dans le contexte de la hiérarchie Anunnaki, ce nombre a une fonction opérationnelle, non seulement symbolique. Les 7 qui décrètent les destins prennent des décisions contraignantes pour l'ensemble du groupe. Cette autorité collective, précise dans un groupe de 7 entités, ressemble à un quorum institutionnel, un nombre minimum d'autorités nécessaires pour valider une décision stratégique majeure. L'une des observations les plus troublantes dans l'étude des traditions anciennes est la récurrence de structures narratives identiques dans des cultures qui n'avaient, selon le consensus archéologique, aucun contact entre elles. Ces similitudes ne concernent pas uniquement des thèmes universels, comme la création du monde ou le déluge, que l'on pourrait attribuer à des réponses humaines communes à des expériences partagées. Elles concernent des détails structurels précis, des chronologies, des descriptions d'entités et de leurs attributs, et des récits de conflits cosmiques dont la spécificité dépasse ce que la coïncidence ou la convergence culturelle indépendante peuvent expliquer de manière satisfaisante. La tradition védique indienne offre le premier point de comparaison. Les textes védiques les plus anciens, le Rig Veda et l'Atharva Veda, contiennent des descriptions de divinités appelées les Devas et les Asuras. Les Asuras sont souvent présentés comme des adversaires des Devas, mais dans les textes les plus anciens, les deux groupes partagent la même origine et la même nature. La distinction entre eux est une distinction de choix et d'orientation, non de nature essentielle. Cette structure binaire, deux groupes issus de la même source qui entrent en conflit, est structurellement identique à celle des Anunnaki et des Igigi dans les textes mésopotamiens, où deux catégories d'entités de même nature se trouvent en opposition sur la question des conditions de vie sur Terre. Les textes védiques décrivent également des conflits cosmiques impliquant des armes dont la description correspond à des technologies avancées. Le Mahabharata, qui compile des traditions beaucoup plus anciennes, décrit des armes appelées Brahmastra et Pashupatastra, dont les effets, lumière intense, destruction de vastes zones, contamination durable du sol, ressemblent de manière troublante aux effets d'armes nucléaires ou thermobariques. Ces descriptions ont été discutées par des chercheurs comme J. Robert Oppenheimer, qui avait cité le Mahabharata après le premier essai nucléaire en 1945. La convergence entre ces descriptions et les technologies modernes de destruction massive ne prouve pas que les auteurs du Mahabharata décrivaient des événements réels. Mais elle indique que la tradition de connaissances qu'ils transmettaient incluait des informations sur des phénomènes de destruction d'une échelle sans précédent dans l'expérience humaine ordinaire. La tradition maya offre un second point de comparaison directement pertinent. Le Popol Vuh, le texte de création des Maya Quichés du Guatemala, décrit la création de l'humanité comme une série d'essais par des créateurs qui cherchent à produire une forme de vie
capable de les nommer et de les honorer. Les premiers essais échouent parce que les êtres créés sont trop parfaits ou trop imparfaits pour remplir leur rôle. La version finale de l'humanité est délibérément limitée dans ses capacités cognitives, les créateurs décidant que les humains ne doivent pas voir aussi loin ni aussi clairement qu'eux. Cette limitation délibérée des capacités humaines est structurellement identique à une décision implicite dans les textes sumériens, où les humains créés par les Anunnaki sont des serviteurs fonctionnels, non des égaux. La tradition chinoise ancienne contient également des récits pertinents. Les textes classiques d'ancienneté chinois décrivent des empereurs mythiques, les 5 empereurs, dont l'origine est associée au ciel et dont les règnes sont caractérisés par une maîtrise technique extraordinaire. Le premier de ces empereurs, Wang Di, l'empereur jaune, est décrit comme étant arrivé sur Terre à bord d'un dragon, terme qui dans le contexte des textes anciens chinois peut désigner un objet volant. Wang Di est associé à l'introduction de l'écriture, de la médecine, de l'astronomie et de la construction dans la civilisation humaine chinoise. Cette structure de transmission du savoir par une entité d'origine céleste est identique à celle des Apkalous sumériens et des Devas védiques. La tradition zoroastrienne perse ajoute un élément supplémentaire. L'Avesta, le texte sacré du zoroastrisme, décrit un conflit cosmique entre Ahura Mazda, le principe de lumière et d'ordre, et Angra Mainyu, le principe de destruction et de chaos. Ce conflit est présenté comme ayant une dimension cosmique et temporelle, se déroulant sur des millénaires et impliquant des forces dont la nature dépasse l'expérience humaine ordinaire. Ce qui est intéressant dans la tradition zoroastrienne pour cette investigation est la description d'Angra Mainyu comme une entité qui cherche à détruire non pas simplement les humains ou les dieux, mais l'ordre structurel de l'existence elle-même. Cette menace ontologique, une force qui cible la structure même du cosmos, est plus proche de la description d'un prédateur cosmique que les représentations démonologiques ordinaires. La tradition hébraïque ancienne, telle qu'elle apparaît dans les textes non canoniques comme le livre d'Enoch et le livre des Jubilés, offre peut-être la comparaison la plus directe avec les textes sumériens. Le livre d'Enoch, dont des fragments ont été découverts parmi les manuscrits de la mer morte, décrit des entités appelées les veilleurs, des êtres célestes envoyés sur Terre pour observer l'humanité, qui ont décidé de s'y établir et d'interagir directement avec les populations humaines. Ces veilleurs sont décrits comme ayant transmis à l'humanité des connaissances qui n'auraient pas dû lui être communiquées, notamment des techniques de guerre, de métallurgie, d'astronomie et de manipulation biologique. Le chef des veilleurs, Azazel, est présenté comme particulièrement responsable de la transmission de connaissances dangereuses. La structure de ce récit est remarquablement proche de celle des textes sumériens. Des entités d'origine céleste s'établissent sur Terre, interagissent avec l'humanité, transmettent des connaissances, et créent ainsi une situation problématique que d'autres entités célestes cherchent à corriger. Dans les textes sumériens, cette correction prend la forme du déluge d'Atrahasis. Dans le livre d'Enoch, elle prend la forme d'une intervention divine qui emprisonne les veilleurs dans des profondeurs souterraines et nettoie la surface de la Terre de leurs productions hybrides. La convergence entre ces traditions, sumérienne, védique, maya, chinoise, zoroastrienne et hébraïque ancienne, sur des structures narratives aussi spécifiques que la descente d'entités célestes, leur interaction délibérée avec l'humanité, la transmission de connaissances avancées, les conflits internes entre factions de ces entités et la présence d'une menace cosmique extérieure ne peut pas être expliquée de manière satisfaisante par la théorie de la diffusion culturelle ordinaire. Ces traditions sont géographiquement trop éloignées et historiquement trop distinctes pour être reliées par des voies de transmission documentées. Elles partagent pourtant un noyau narratif commun d'une précision qui dépasse la convergence thématique ordinaire. L'hypothèse la plus économique pour expliquer cette convergence est que ces traditions décrivent toutes, depuis des perspectives culturelles différentes et avec des vocabulaires différents, des événements réels qui se sont produits à une période de l'histoire humaine antérieure à la formation de ces traditions distinctes. Ces événements auraient été suffisamment importants et suffisamment largement observés pour avoir laissé une empreinte mémorielle dans la quasi-totalité des grandes traditions culturelles de l'humanité. La nature précise de ces événements est ce que les traditions tentent de décrire.
chacune avec les ressources conceptuelles et linguistiques qui lui sont propres. Ce que toutes ces descriptions partagent est l'image d'une perturbation majeure, impliquant des entités non humaines, un conflit d'envergure cosmique et une interaction délibérée avec l'espèce humaine. La notion de refuge planétaire, c'est-à-dire l'idée qu'une planète peut être délibérément choisie comme lieu de protection par des entités fuyant une menace dans leur environnement d'origine, n'est pas un concept exclusivement issu des textes anciens. Elle apparaît dans des contextes scientifiques contemporains, bien qu'appliquée à des échelles et des contextes différents. La panspermie dirigée, hypothèse proposée par Francis Crick et Leslie Orgel en 1973, suggère que la vie sur Terre a pu être intentionnellement ensemencée par une civilisation extraterrestre cherchant à préserver la vie biologique dans le cosmos. Cette hypothèse, bien que non prouvée, est prise suffisamment au sérieux par certains biologistes pour avoir généré une littérature scientifique. Elle partage avec les textes sumériens la structure d'un choix délibéré d'une planète comme destination pour y implanter quelque chose de précieux. L'hypothèse du refuge planétaire va plus loin. Elle ne propose pas seulement que la Terre ait été choisie pour y déposer quelque chose. Elle propose que des entités aient choisi de s'y installer elles-mêmes, pour des raisons de sécurité. Cette distinction est importante. Un refuge n'est pas simplement un endroit agréable à habiter. C'est un endroit qui offre une protection spécifique contre une menace spécifique. La qualité du refuge est définie par la nature de la menace, non par les préférences esthétiques des réfugiés. Pour évaluer sérieusement cette hypothèse, il faut identifier quelles propriétés de la Terre pourraient offrir une protection contre différents types de menaces cosmiques. Les physiciens et les astronomes ont identifié plusieurs catégories de menaces que des entités voyageant dans l'espace pourraient rencontrer. Les rayonnements cosmiques de haute énergie représentent la première catégorie. Dans l'espace interstellaire, en dehors de la protection d'une magnétosphère planétaire, l'exposition aux rayonnements cosmiques est une contrainte majeure pour tout être doté d'une biologie complexe. La magnétosphère terrestre, générée par le champ magnétique de la Terre, dévie la majorité de ces rayonnements et protège la surface de la planète. Une civilisation capable de voyager dans l'espace, mais dont la biologie reste sensible aux rayonnements de haute énergie, trouverait dans la Terre une protection naturelle qu'aucune technologie de blindage portable ne peut entièrement remplacer. Les ondes gravitationnelles constituent une deuxième catégorie de menaces potentielles. Les sources d'ondes gravitationnelles intenses, comme les fusions de trous noirs ou d'étoiles à neutrons, peuvent théoriquement perturber des structures physiques à des distances considérables. La détection d'ondes gravitationnelles par LIGO en 2015 a confirmé que ces perturbations traversent l'espace à la vitesse de la lumière et peuvent être mesurées à des milliards d'années-lumière de leur source. Si le prédateur cosmique des textes sumériens est une entité qui utilise des technologies basées sur la manipulation gravitationnelle, alors la masse et la structure géologique de la Terre pourraient offrir une protection partielle contre certains de ces effets. Une troisième catégorie de menaces concerne les phénomènes électromagnétiques à grande échelle. Une éjection de masse coronale d'une étoile proche, une explosion de rayons gamma d'un sursaut gamma localisé, ou une technologie hypothétique utilisant des impulsions électromagnétiques à haute énergie comme arme pourrait ainsi constituer des menaces sérieuses pour des entités dans l'espace. La Terre, avec son atmosphère dense et son champ magnétique, offre une protection naturelle contre ces phénomènes que les corps sans atmosphère comme la Lune ou Mars ne peuvent pas fournir. Cette analyse des propriétés protectrices de la Terre est pertinente pour l'interprétation des textes sumériens parce qu'elle identifie des mécanismes de protection physique plausibles qui justifieraient le choix de la Terre comme refuge. Si les Anunnaki fuyaient une entité utilisant une ou plusieurs de ces formes d'énergie comme méthode d'attaque ou de détection, alors choisir une planète dotée d'une magnétosphère puissante, d'une atmosphère dense et d'une masse géologique importante représenterait une stratégie défensive rationnelle. Cette hypothèse technique du refuge planétaire permet également de réinterpréter la géographie des installations Anunnaki décrites dans les textes. Les grandes cités sumériennes, Eridu, Nippur, Lagash, Uruk, Ur, sont toutes situées dans la plaine alluviale mésopotamienne. Cette région, plate et sans relief naturel défensif évident, semble un choix surprenant,
si la préoccupation principale était la défense contre des menaces terrestres humaines. Mais si la menace principale venait du cosmos, la plaine alluviale offre d'autres avantages. Sa position géographique près du golfe Persique facilite l'accès maritime dans toutes les directions. Sa faible altitude réduit l'exposition au rayonnement cosmique par rapport aux hautes altitudes. Et la nature alluviale du sol permet la construction de structures souterraines profondes sans les difficultés que pose le rocher dur. Un élément supplémentaire dans la structure de l'hypothèse du refuge est la question de la durée. Un refuge efficace doit pouvoir être maintenu pendant la durée nécessaire pour que la menace qui l'a rendu nécessaire se résolve ou disparaisse. Les textes sumériens décrivent une présence Anunnaki sur Terre qui s'étend sur des millénaires, voire des centaines de milliers d'années selon certaines interprétations de la liste royale sumérienne. Si cette présence prolongée reflète une réalité historique, elle indique que la menace initiale n'a pas été rapidement résolue. Les Anunnaki se seraient installés dans leur refuge de manière semi-permanente, développant sur place les structures sociales, économiques et biologiques nécessaires à leur subsistance à long terme. La création de l'humanité comme force de travail s'inscrit dans cette logique de gestion à long terme d'un refuge planétaire. La question de la résolution de cette situation demeure ouverte dans les textes. Il n'y a pas, dans le corpus cunéiforme disponible, de récit clair indiquant que la menace qui avait contraint les Anunnaki à se réfugier sur Terre a été neutralisée ou qu'ils ont pu retourner dans leur environnement d'origine. Les textes décrivent plutôt une présence qui s'est progressivement retirée de la visibilité humaine, une réduction de l'interaction directe et une transition vers une communication médiatisée par des intermédiaires humains. Cette évolution pourrait indiquer plusieurs choses. Une résolution partielle de la menace, permettant un retrait vers des profondeurs ou des altitudes plus grandes, une décision stratégique de réduire l'empreinte visible pour minimiser les risques de détection, ou simplement une transformation progressive de la relation entre les Anunnaki et l'humanité qui n'est pas entièrement expliquée par les textes disponibles. La découverte des archives d'Ebla en 1974 à Tel Mardik, en Syrie, a constitué l'un des événements les plus importants de l'archéologie proche-orientale du XXe siècle. Les fouilles, menées par une équipe italienne dirigée par Paolo Mattiai, ont mis au jour plus de 17 000 tablettes cunéiformes datant d'environ 2300 avant notre ère. Ces tablettes représentent les archives administratives, commerciales et diplomatiques du royaume d'Ebla, une cité-État syrienne dont l'existence n'était pas documentée dans les sources historiques connues avant cette découverte. L'importance de cette découverte pour l'histoire du Proche-Orient ancien est considérable. Son importance pour l'investigation sur les Anunnaki et le prédateur cosmique est moins connue, mais analytiquement significative. Les archives d'Ebla ont révélé que la tradition religieuse de la Syrie ancienne présentait des connexions profondes avec la tradition mésopotamienne, mais aussi des divergences significatives qui indiquent une transmission indépendante de certains éléments. Parmi les textes d'Ebla, des listes de divinités ont été identifiées dans lesquelles apparaissent des noms qui correspondent à des Anunnaki connus, mais aussi des désignations qui n'ont pas d'équivalent direct dans le corpus cunéiforme mésopotamien. Cette divergence partielle est analytiquement importante. Elle indique que les deux traditions, la mésopotamienne et l'éblite, partageaient un substrat commun, mais l'avaient développé de manière indépendante. Ce substrat commun devait donc précéder la divergence des deux traditions, ce qui le place à une période antérieure aux civilisations historiques connues. L'un des aspects toujours les plus significatifs des archives d'Ebla pour cette investigation concerne les textes qui décrivent des interactions avec des entités non humaines. Plusieurs tablettes d'Ebla contiennent des références à des êtres désignés par un terme traduit par les messagers célestes ou les envoyés de la haute région. Ces entités jouent un rôle intermédiaire entre les divinités supérieures et les populations humaines. Elles transmettent des instructions, supervisent des activités spécifiques et parfois participent directement à des événements terrestres. Cette structure d'intermédiaires actifs est parallèle à celle des Apkalus sumériens et à celle des anges dans la tradition hébraïque ancienne. Ce qui distingue les références d'Ebla des parallèles mésopotamiens ordinaires est la présence dans certains textes d'une dimension que les traducteurs ont généralement qualifiée d'énigmatique. Ces passages décrivent des entités célestes qui semblent elles-mêmes soumises à des contraintes et à des pressions venant d'une direction indéfinie.
Un texte fragmentaire particulièrement intéressant décrit une situation dans laquelle les entités intermédiaires reçoivent des instructions dont l'urgence est explicitement mentionnée, avec une référence à une nécessité de rapidité qui n'est pas expliquée dans le texte disponible. Ce registre d'urgence, dans un contexte où des entités supposément toutes puissantes agissent avec précipitation, est l'un des signaux textuels les plus clairs d'une situation de pression externe. Alfonso Archi, philologue italien qui a dirigé la publication scientifique des textes d'Ebla pendant plusieurs décennies, a noté dans plusieurs de ses publications que certains textes présentent des caractéristiques linguistiques qui ne correspondent pas aux conventions rédactionnelles normales de la tradition cunéiforme connue. Ces caractéristiques incluent des constructions syntaxiques inhabituelles, des termes techniques dont l'origine n'est pas clairement identifiable dans les langues sémitiques connues et des références à des catégories d'entités qui ne s'intègrent pas facilement dans les taxonomies religieuses établies pour le Proche Orient ancien. Archi lui-même ne propose pas d'explication alternative. Il note l'anomalie et continue son analyse dans le cadre académique conventionnel. Mais l'anomalie qu'il documente est réelle et mérite d'être examinée dans une perspective plus large. Les archives d'Ebla contiennent également des références à un événement catastrophique qui a précédé l'époque de leur rédaction. Cet événement est décrit en termes vagues dans plusieurs textes, mais il est présenté comme un tournant après lequel les conditions de l'existence humaine ont changé de manière fondamentale. Cette référence à une catastrophe antérieure est cohérente avec les références sumériennes au déluge et avec les descriptions d'une période antédiluvienne radicalement différente de la période historique. Ce qui est analytiquement intéressant dans la version d'Ebla de cet événement est que certains textes associent la catastrophe non pas à une décision divine arbitraire, mais à une nécessité imposée par des circonstances extérieures que même les divinités ne contrôlaient pas entièrement. Cette nuance, une catastrophe subie plutôt qu'infligée, correspond à l'image d'entités réagissant à une menace externe plutôt qu'agissant selon leurs propres préférences. Un autre élément des archives d'Ebla, pertinent pour cette investigation, concerne la géographie cosmique décrite dans certains textes. Les tablettes d'Ebla mentionnent des régions situées au-delà du cosmos habité, des espaces que les entités célestes supérieures évitent ou auxquels elles n'ont pas accès. Cette géographie de l'interdit cosmique est parallèle aux descriptions sumériennes d'espace dans lesquelles même les Anunnaki ne s'aventurent pas. Elle indique que la conception mésopotamienne et héblite du cosmos incluait des zones dont la nature était perçue comme dangereuse ou incompatible avec la présence des entités divines connues. Ce qui habite ou caractérise ces zones n'est pas explicitement décrit dans les textes disponibles. Mais leur existence dans la géographie cosmique de ces traditions, confirmée par des témoignages indépendants, renforce l'hypothèse d'une conscience collective de menaces située dans l'espace profond au-delà du cosmos immédiat. Les connexions entre les archives d'Ebla et les traditions hébraïques anciennes ont fait l'objet d'un débat académique intense depuis la découverte du site. Certains chercheurs, notamment Giovanni Pettinato dans ses premières publications, avaient suggéré des connexions directes entre les textes d'Ebla et les récits bibliques. Ces connexions ont été partiellement contestées par la suite. Mais la proximité géographique et temporelle d'Ebla avec les régions d'origine des traditions hébraïques rend une influence culturelle mutuelle très probable. Si les traditions hébraïques anciennes encodent une mémoire de la présence Anunnaki sur Terre, les archives d'Ebla représentent potentiellement une source intermédiaire dans la transmission de cette mémoire, antérieure à la codification biblique, mais postérieure aux textes sumériens originaux. La valeur des archives d'Ebla pour cette investigation est donc à plusieurs niveaux. Elle confirme que la tradition de connaissances sur les entités célestes et leur interaction avec l'humanité était distribuée géographiquement au-delà de la Mésopotamie proprement dite. Elles ajoutent des éléments de preuve textuels indépendants aux données mésopotamiennes. Elles documentent une conscience de menaces cosmiques et de contraintes externes dans un contexte culturel distinct. Et elles indiquent que la période antérieure aux civilisations historiques connues était perçue, par les auteurs de ces textes, comme radicalement différente de leur propre époque en ce qui concerne la nature et l'intensité de l'interaction entre les entités célestes et l'humanité. L'assyriologie est une discipline scientifique sérieuse avec des standards méthodologiques rigoureux.
Les chercheurs qui y travaillent maîtrisent des langues mortes difficiles, utilisent des méthodes archéologiques et philologiques éprouvées et produisent des travaux soumis à la révision par les pairs selon les normes académiques habituelles. Il serait donc inexact et injuste de présenter l'interprétation académique dominante des textes mésopotamiens comme le résultat d'une incompétence ou d'une mauvaise foi. Les chercheurs académiques qui rejettent les interprétations alternatives ont généralement des arguments philologiques sérieux à avancer. Ces arguments méritent d'être pris en compte. Cependant, toute discipline scientifique est également structurée par des présuppositions qui définissent ce qui est considéré comme une question légitime et ce qui ne l'est pas. Ces présuppositions ne sont pas arbitraires. Elles résultent de l'histoire de la discipline, de ses succès antérieurs et de ses engagements théoriques fondamentaux. Mais elles peuvent aussi constituer des obstacles à la reconnaissance de phénomènes qui ne s'intègrent pas facilement dans les cadres d'interprétation établis. L'histoire des sciences est riche d'exemples où des observations anomaliques ont été ignorées ou réinterprétées pour préserver des théories établies jusqu'au moment où leur accumulation a rendu le changement de paradigme inévitable. Dans le cas de l'assyriologie, plusieurs présuppositions fondamentales structurent l'interprétation des textes cunéiformes d'une manière qui peut produire des angles morts analytiques. La première est la présupposition du symbolisme systématique. Cette présupposition postule que les descriptions de phénomènes extraordinaires dans les textes anciens doivent être interprétées comme des métaphores ou des symbolisations de phénomènes naturels ou sociaux ordinaires. Cette approche herméneutique est défendable pour de nombreux types de textes, mais elle devient problématique lorsqu'elle est appliquée systématiquement à des descriptions qui sont formulées dans un registre factuel, non dans un registre métaphorique. Distinguer ces deux registres dans des textes anciens est difficile et demande une expertise philologique considérable. Mais la difficulté de la distinction ne justifie pas de l'abolir en faveur d'une interprétation systématiquement symbolique. La deuxième présupposition est celle du développement culturel autonome. Cette présupposition postule que les civilisations humaines ont développé leur savoir et leur technologie de manière indépendante, par accumulation graduelle d'expériences et de découvertes. Cette présupposition est généralement correcte pour la plupart des développements technologiques et culturels historiquement documentés. Mais elle exclut par principe la possibilité d'une transmission externe de connaissances depuis des sources non humaines. Cette exclusion n'est pas une conclusion empirique. C'est un choix méthodologique qui détermine d'avance quel type d'explications sont acceptables. Dans un domaine où les données anomaliques s'accumulent, ce choix méthodologique mérite d'être rendu explicite et discuté plutôt que maintenu implicitement. La troisième présupposition est celle de la continuité culturelle. Elle postule que les textes anciens reflètent les préoccupations, les connaissances et les capacités cognitives des cultures qui les ont produits sans accès à des informations provenant de périodes ou de sources radicalement différentes. Cette présupposition est raisonnablement bien fondée pour la plupart des textes, mais elle ne résout pas le problème des passages qui contiennent des informations dont la précision dépasse ce que les méthodes d'observation disponibles à l'époque auraient pu générer. Ces passages exigent une explication, et la présupposition de continuité culturelle ne fournit pas cette explication. Elle la rend simplement impossible à formuler dans les termes acceptables pour la discipline. Ces présuppositions ont des effets concrets sur la pratique de la recherche. Elles conduisent à des choix de traduction qui privilégient les interprétations symboliques sur les interprétations littérales lorsque les deux sont philologiquement possibles. Elles conduisent à des décisions éditoriales qui accordent moins d'attention aux passages anomaliques qu'aux passages qui confirment les cadres interprétatifs établis, et elles conduisent à des évaluations de la littérature secondaire qui écartent systématiquement les contributions provenant de chercheurs non affiliés aux institutions académiques, indépendamment de la qualité de leurs arguments philologiques. Ce dernier point est particulièrement significatif. La qualité épistémique d'un argument philologique dépend de la précision de l'analyse des textes, non du statut institutionnel de son auteur. Lorsque des arguments philologiques précis sont écartés uniquement en raison du profil de leur auteur, la discipline perd une occasion d'examiner sérieusement des questions qu'elle a préféré éviter. Plusieurs des chercheurs non conventionnels qui ont travaillé sur les textes sumériens dans une perspective alternative ont fait des erreurs philologiques réelles. Sitchin en a fait.
Mais ils ont également posé des questions précises auxquelles la recherche académique n'a pas fourni de réponse philologiquement satisfaisante. Cette asymétrie entre la réfutation des erreurs et la résolution des questions est un signal que quelque chose dans le cadre interprétatif dominant est insuffisant. Un exemple précis illustre ce point. Michael Heiser, dont les travaux sont incontestablement académiques et rigoureux, a publié en 2004 une réfutation détaillée de plusieurs arguments de Sitchin, disponible en ligne et citée par de nombreux chercheurs. Cette réfutation est philologiquement précise et identifie des erreurs réelles dans les traductions de Sitchin. Mais dans ce même travail, Heiser reconnaît que certains passages des textes sumériens et akkadiens décrivent des dynamiques de pouvoir et de menace entre entités divines qui ne trouvent pas d'explication satisfaisante dans les cadres théologiques conventionnels. Il propose sa propre interprétation dans le registre de la théologie comparée et de ce qu'il appelle le conseil divin. Cette interprétation est académiquement défendable, mais elle ne résout pas entièrement les questions posées par les passages les plus anomaliques. La recherche archéologique elle-même produit des données qui résistent aux cadres interprétatifs établis. Les découvertes de Göbekli Tepe ont contraint les archéologues à réviser leur modèle du développement des structures sociales complexes. Les analyses génomiques ont révélé des éléments de l'histoire évolutive humaine qui ne correspondent pas au modèle préalable. Les études des perturbations des orbites d'objets transneptuniens ont ouvert la possibilité d'une neuvième planète. Ces révisions empiriques dans des disciplines connexes n'ont pas encore été systématiquement intégrées dans l'interprétation des textes cunéiformes. Cette intégration interdisciplinaire est peut-être le développement le plus important qui manque dans ce dossier, et son absence reflète les barrières institutionnelles entre disciplines académiques plutôt que l'impossibilité d'un dialogue fructueux. La limite fondamentale de l'interprétation académique dominante n'est donc pas sa rigueur méthodologique qui est réelle, mais son incapacité à formuler des questions qui dépassent ses propres présuppositions. Les questions les plus importantes soulevées par les textes sumériens dans le contexte de cette investigation ne sont pas des questions auxquelles l'assyriologie seule peut répondre. Elles requièrent une collaboration entre philologues, astrophysiciens, généticiens et archéologues qui n'existe pas encore de manière institutionnalisée. C'est dans cet espace interdisciplinaire, non encore formalisé, que les questions les plus fondamentales sur la nature des Anunnaki, la réalité du prédateur cosmique et le choix de la Terre comme refuge attendent d'être examinées avec la rigueur qu'elles méritent. L'un des aspects les moins discutés mais analytiquement les plus importants du dossier sumérien est la question des lacunes dans le corpus textuel disponible. Les tablettes cunéiformes qui ont survécu jusqu'à nos jours représentent une fraction de ce qui a existé. L'estimation du volume total des textes produits par les civilisations mésopotamiennes sur 3 millénaires de production écrite est difficile à établir avec précision, mais les archéologues et les assyriologues s'accordent à reconnaître que ce qui a été préservé ne représente qu'une petite partie de ce qui a été écrit. Cette lacune massive dans les sources disponibles a des implications directes pour toute interprétation basée sur le corpus connu. Les causes de la destruction des textes anciens sont multiples et bien documentées. L'incendie des bibliothèques est la cause la plus connue, bien que son importance soit souvent surestimée dans la conscience populaire. Les tablettes d'argile cuite résistent généralement au feu, contrairement aux rouleaux de papyrus ou de parchemin. La destruction délibérée est une cause plus significative. Les conquérants qui ont mis à sac les cités mésopotamiennes successives avaient parfois des raisons politiques ou religieuses de détruire des textes spécifiques. Les Assyriens, les Babyloniens, les Perses, les Grecs et enfin les Arabes ont tous conquis la Mésopotamie et ont tous, à des degrés divers, modifié ou détruit des éléments du patrimoine textuel qu'ils y trouvaient. Mais il y a une troisième cause de lacune qui est moins souvent discutée et qui est potentiellement la plus significative pour cette investigation. Il s'agit de la destruction ou de la dissimulation délibérée de textes par les institutions qui les conservaient elles-mêmes. Les grandes bibliothèques de temples, comme celle de Nippur ou comme la bibliothèque d'Assurbanipal à Ninive, fonctionnaient selon des principes d'accès restreints. Certains textes étaient qualifiés de secrets des grands dieux ou de connaissances réservées aux initiés. Ces désignations indiquent que les institutions qui conservaient ces textes
distinguait entre des niveaux différents de connaissances, dont certains étaient délibérément inaccessibles au grand public et même à la majorité des prêtres. Les textes qui portent ces désignations de secret ou d'accès restreint ont été en partie retrouvés. Ils appartiennent généralement à des catégories comme la magie rituelle avancée, l'astronomie de précision, la médecine ésotérique et certaines formes de divination. Mais la récurrence de ces désignations dans les colophons, les notes de fin de tablette, de textes qui ont partiellement survécu, indique que des textes encore plus sensibles, qui portaient des désignations encore plus restrictives, ont existé. Ces textes ont peut-être été détruits lorsque leurs institutions conservatrices ont été menacées, ou ils ont été enterrés dans des caches qui n'ont pas encore été découvertes. Les fouilles archéologiques en Irak ont été sévèrement perturbées par les conflits des dernières décennies. La destruction du musée de Bagdad en 2003 lors de l'invasion américaine de l'Irak a entraîné la perte ou la dispersion de milliers d'artefacts et de tablettes cunéiformes, dont beaucoup n'avaient pas encore été catalogués ni traduits. Des fouilles clandestines sur des sites archéologiques non sécurisés pendant la même période ont alimenté un marché noir de tablettes qui se retrouvent dans des collections privées non accessibles aux chercheurs. Il est estimé que des dizaines de milliers de tablettes cunéiformes se trouvent aujourd'hui dans des collections privées dont le contenu n'a pas été publié. Parmi ces tablettes, certaines proviennent de niveaux stratigraphiques anciens et pourraient peut-être contenir des textes dont la valeur pour la compréhension de la Mésopotamie ancienne est considérable. Un cas particulièrement significatif dans ce contexte est celui des tablettes découvertes sur le site de Sippar dans les années 1980 et 1990, avant que les fouilles ne soient interrompues par les conflits. Les rapports préliminaires de fouilles, publiés par des équipes de l'Université de Bruxelles, mentionnaient la découverte de textes appartenant à ce que les archéologues qualifiaient de bibliothèque profonde, une cage de tablettes enterrée à une profondeur inhabituellement grande sous les niveaux habituels d'occupation du site. Ces textes ont été partiellement extraits et transportés vers Bagdad avant l'interruption des travaux. Leur contenu n'a jamais été publié de manière complète dans la littérature académique accessible. Les fragments qui ont fait l'objet de rapports préliminaires indiquent donc qu'ils appartiennent à des genres textuels inhabituels, avec des désignations de confidentialité récurrentes. Cette logique de la dissimulation délibérée explique peut-être pourquoi les passages les plus directs sur la nature de la menace cosmique dans les textes disponibles sont fragmentés, vagues ou interrompus à des moments critiques. Les tablettes qui contiennent ces passages présentent souvent des lacunes physiques, des zones où l'argile a été délibérément abrasée ou où le texte s'interrompt sans raison mécanique apparente. Ces lacunes ont généralement été attribuées à des dommages accidentels. Mais leur concentration sur des passages spécifiques, plutôt que leur distribution aléatoire à travers les tablettes, est une observation qui mérite attention. Andrew George, philologue britannique dont les travaux sur l'épopée de Gilgamesh font autorité dans le domaine, a noté dans plusieurs de ses publications que le texte standard de Gilgamesh, tel qu'il a été établi par Sinleki Unini, le scribe qui en a produit la version canonique vers 1200 avant notre ère, présente des variations par rapport aux versions antérieures qui semblent délibérées plutôt qu'accidentelles. Certains passages présents dans les versions sumériennes et paléo-babyloniennes antérieures ont été modifiés ou supprimés dans la version standard. Cette édition délibérée d'un texte canonique par un scribe dont le rôle était précisément de le préserver est une indication que des décisions ont été prises sur ce qui devait être transmis et ce qui devait être modifié. Ces décisions éditoriales, combinées aux lacunes physiques dans les tablettes, aux textes disséminés dans des collections privées inaccessibles et aux destructions liées aux conflits récents, définissent l'horizon d'incertitude dans lequel toute interprétation des textes sumériens doit opérer. Ce que nous savons des Anunnaki, du prédateur cosmique et du refuge planétaire, est ce que les filtres successifs de la transmission, de la destruction et de la dissimulation ont laissé passer. Ce que nous ne savons pas est probablement plus important que ce que nous savons. Cette conscience des limites du dossier disponible n'invalide pas l'investigation. Elle en définit les contours et indique la direction dans laquelle les recherches futures devraient s'orienter. À l'issue de l'examen de l'ensemble de ce dossier, plusieurs conclusions partielles s'imposent.
Les textes sumériens et akkadiens constituent un corpus d'une richesse et d'une précision remarquables qui dépassent ce que l'interprétation conventionnelle peut entièrement expliquer. La structure narrative cohérente qui traverse ces textes, celle d'entités extérieures à la Terre ayant choisi de s'y réfugier sous la contrainte d'une menace cosmique non identifiée, est suffisamment robuste pour mériter une analyse sérieuse. Les données archéologiques, génomiques et astrophysiques contemporaines produisent de droite des anomalies qui convergent avec certains aspects de cette structure narrative. Et le corpus textuel disponible est manifestement incomplet, ce qui signifie que les conclusions définitives ne sont pas possibles à partir de l'état actuel des sources. Ce que les textes ne disent pas clairement est aussi important que ce qu'ils disent. La nature précise du prédateur cosmique, s'il est une entité biologique, une civilisation technologique, une forme d'énergie consciente ou quelque chose pour lequel nous n'avons pas encore de catégorie conceptuelle adéquate, n'est pas explicitement décrite dans les textes disponibles. Les passages les plus pertinents sont fragmentés, rédigés dans un registre délibérément indirect ou appartiennent à des textes dont des parties cruciales ont disparu. Cette opacité n'est probablement pas accidentelle. Elle correspond au modèle de restriction d'accès qui caractérise les informations les plus sensibles dans les systèmes institutionnels de connaissance de la Mésopotamie ancienne. La question de l'identité du prédateur cosmique est donc celle qui demeure la plus irrésolue dans l'état actuel de la recherche. Plusieurs hypothèses sont disponibles dans la littérature alternative, aucune n'étant philologiquement démontrable à partir des textes disponibles. La première hypothèse, associée notamment aux travaux de Sitchin et de ses successeurs, identifie le prédateur cosmique à une autre civilisation extraterrestre rivale, des Anunnaki. Cette hypothèse est cohérente avec la structure des textes Lugal-Ü et avec certains passages de l'Enuma Elish qui décrivent des conflits avec des entités dont les caractéristiques sont distinctes de celles des Anunnaki. Elle souffre cependant du manque de passages suffisamment explicites pour la confirmer de manière philologiquement rigoureuse. La deuxième hypothèse identifie le prédateur cosmique à un phénomène astrophysique naturel d'une envergure exceptionnelle. Un objet astronomique massif en transit à travers le système solaire, une nébuleuse de haute énergie, un sursaut gamma rapproché ou une perturbation gravitationnelle majeure pourraient tous constituer des menaces suffisamment sérieuses pour forcer des entités technologiquement avancées à chercher un refuge planétaire. Cette hypothèse a l'avantage de ne pas requérir l'existence d'une troisième civilisation non documentée. Elle a l'inconvénient de ne pas expliquer les passages qui décrivent la menace comme active, intentionnelle et capable de stratégie. La troisième hypothèse, moins fréquemment formulée mais analytiquement intéressante, propose que le prédateur cosmique soit une entité dont la nature est fondamentalement différente de tout ce que les cadres conceptuels humains permettent de décrire. Les textes sumériens emploient parfois, pour désigner certaines entités ou forces, des termes dont la traduction est unanimement reconnue comme incertaine, parce que ces termes semblent désigner quelque chose pour lequel la langue sumérienne elle-même n'avait pas de catégorie préexistante. Ces néologismes apparents dans des textes aussi anciens et dans une langue aussi bien documentée que le sumérien sont en eux-mêmes un signal qu'on tente d'y décrire quelque chose de radicalement nouveau. La science contemporaine commence à développer des cadres conceptuels qui pourraient rendre cette troisième hypothèse moins abstraite. La physique théorique a développé le concept de matière noire, une forme de matière qui interagit gravitationnellement avec la matière ordinaire, mais ne produit ni n'absorbe de rayonnement électromagnétique. Les astronomes ont également développé le concept d'énergie noire, une force dont les effets sont mesurables, mais dont la nature est entièrement inconnue. Et la biologie théorique a exploré la possibilité de formes de vie basées sur des chimies radicalement différentes de la chimie du carbone qui caractérise la vie terrestre connue. Ces développements conceptuels n'identifient pas le prédateur cosmique, mais ils indiquent donc que la gamme des entités physiquement possibles dans l'univers est bien plus large que ce que les cadres conceptuels ordinaires permettent d'envisager. La question de l'actualité de la menace est une autre dimension irrésolue de ce dossier. Si les Anunnaki se sont réfugiés sur Terre pour fuir une menace, cette menace est-elle toujours active ? Les textes ne fournissent pas de réponse directe à cette question. Ils décrivent une présence Anunnaki qui s'est progressivement retirée de la visibilité humaine,
Mais cette retraite pourrait indiquer aussi bien une résolution de la menace qu'une aggravation de celle-ci, requérant un repli vers des positions encore plus discrètes. L'absence de récit de résolution dans le corpus disponible est en elle-même une information analytique. Les grands cycles narratifs mésopotamiens, comme l'épopée de Gilgamesh, se terminent par des conclusions. Le récit du prédateur cosmique, tel qu'il peut être reconstitué à partir des fragments disponibles, ne se termine pas. Il s'interrompt. Cette interruption narrative, combinée aux lacunes textuelles documentées, aux destructions archéologiques récentes et aux restrictions institutionnelles d'accès aux textes dans des collections privées, définit l'état d'une investigation qui ne peut pas être close en l'état des sources disponibles. Ce n'est pas une conclusion négative. C'est une indication de la direction dans laquelle la recherche doit progresser. Les tablettes manquantes dans les collections privées représentent la source la plus immédiatement accessible d'informations supplémentaires. Un effort systématique de documentation et de publication de ces tablettes, comparable à ce qui a été fait pour les manuscrits de la mer morte, pourrait transformer radicalement la compréhension de ce dossier. Les programmes d'exploration archéologique en Irak, gravement perturbés par les conflits depuis 2003, représentent autant une deuxième direction critique. Des sites majeurs comme Nippur, Eridu et Ur n'ont été que partiellement fouillés. Des niveaux stratigraphiques profonds, correspondant aux périodes les plus anciennes de l'occupation mésopotamienne, restent en grande partie inexplorés. Les technologies de fouilles modernes, notamment la tomographie électrique et les systèmes LIDAR qui permettent de cartographier des structures souterraines sans excavation, offrent des outils qui n'existaient pas lors des grandes fouilles du XXe siècle et qui pourraient révéler des architectures et des caches textuelles non encore identifiées. La collaboration interdisciplinaire entre philologues, astrophysiciens, généticiens et archéologues représente la troisième condition nécessaire pour faire progresser cette investigation de manière rigoureuse. Les questions soulevées par les textes sumériens dans le contexte de la présente investigation ne peuvent pas être résolues par une seule discipline. Elles requièrent l'intégration de données de nature fondamentalement différentes que les structures académiques actuelles ne favorisent pas. Des initiatives récentes dans le domaine de l'astroarchéologie et de la biologie évolutive comparative indiquent que cette intégration est possible et productive. Elle reste cependant marginale par rapport aux pratiques disciplinaires dominantes. Ce qui ressort de l'ensemble de cette investigation est moins une conclusion qu'une cartographie des questions encore ouvertes. Les textes sumériens décrivent quelque chose. Ce quelque chose inclut des entités d'origine extraterrestre, un refuge planétaire délibéré, une menace cosmique non neutralisée et une relation complexe et ambiguë avec l'espèce humaine. Ces éléments se sont présents dans les textes d'une manière qui résiste à une réduction purement symbolique. Ils méritent d'être examinés avec la même rigueur empirique que n'importe quelle autre hypothèse sur l'histoire de l'humanité et de la planète. Cette rigueur n'a pas encore été systématiquement appliquée à ce dossier. C'est précisément là que l'investigation devrait reprendre.